Alors, merci beaucoup, amis téléspectateurs de Tassar TV. Merci de nous rester fidèles. Alors, nous sommes à bord du bateau El Mogdad. Alors, vous savez que le prétexte d'être sur ce bateau est rien d'autre que le festival de la 9e édition des Rencontres du Fleuve. Alors, nous allons vous proposer, en tout cas, de kiffer les stories également du festival. Alors, vous aurez des stories, en tout cas, de différents acteurs qui sont sur ce bateau. Alors, nous avons sur le cadrage Ibrahima Diallo et Hamza Gotch qui vont nous suivre à travers également ce story de cette journée de la croisière du festival de la 9e édition des Rencontres du Fleuve. Alors nous allons nous accrocher à un de nos oncles qui est en tout cas une partie de Kolda, mais je vais en tout cas réserver de le dire. Alors mon oncle, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à la 9e édition du festival des Rencontres du Fleuve. En tant qu'un connaisseur, vous êtes également dans les critiques littéraires. Aujourd'hui, l'importance de cette activité. L'importance de cet événement est plurielle parce qu'elle permet à des gens d'horizons différents de se rencontrer, d'échanger, mais surtout de penser à l'avenir du pays. Le deuxième aspect, c'est que le contenu en lui-même, il est riche. L'on apprend à se connaître, certes, mais l'on apprend des uns des autres. Puisque quand vous considérez un certain nombre de paramètres, vous vous rendez compte que nous avons une sorte de mosaïque de connaissances. Moi, je le dis, que j'ai eu 3 vies dans mon existence. La première vie, c'est celle du professeur de lycée, avec tout ce que cela comporte de découvertes, de conseils, d'orientation, de suivi. La deuxième vie, qui est mêlée à celle, la première, c'est la vie d'animateur socio-éducatif en tant qu'éclaireur du Sénégal. Ce qui m'a permis de parcourir toutes les régions du Sénégal, de rencontrer différentes personnes, différentes personnalités, de partager avec beaucoup d'eux. Et grâce à cette activité, j'ai eu la chance d'avoir été directeur du centre opérationnel de Dakar du Bureau mondial du scoutisme, chargé de la formation des cadres de toute l'Afrique de l'Ouest. Ça fait un autre étage. Le dernier, après ma retraite, je suis agriculteur. Mais l'agriculture a traversé toute ma vie parce que, même en étant professeur, nous avions ce que l'on appelait des rencontres périodiques. Cet événement-ci ajoute un carré dans mon existence parce que le thème, je crois, est peut-être le facteur qui a fait que l'organisatrice m'a invité. Mais comme critique littéraire aussi, je joue sur les 2 plans. Et je crois qu'elle ne sait pas. Bon, c'est vous qui le divulguerez. Il y a un résultat non attendu de cet événement. Quand on organise, on planifie, on dit je veux, je voudrais, je souhaite. Mais un résultat non attendu de ces rencontres, c'est le fait d'avoir rassemblé. Ce n'est pas la première fois, c'est la 9e édition. C'est d'avoir choisi ou d'avoir été au contact de personnes que je respecte. Par leur engagement, par leur adhésion à sa vision, mais également des personnes qui m'ont surpris. Dans la mesure où j'ai côtoyé des gens qui sont des mines. C'est quand on se parle que tu découvres que l'autre, ça, je crois qu'elle ne mesure pas. C'est nous qui le vivons. Je crois que voilà. Merci.
Alors, je m'en fais en tout cas ne pas terminer en tout cas l'entretien sans ne pas demander la question de l'entreprise, de comment dirais-je, de l'agriculture bio. Et c'est votre expérience. Et je voudrais vraiment savoir à travers cet aspect-là, qu'est-ce que vous jouez par rapport à un rôle. L'agriculture bio pratiquée pendant 5000 ans. Les Grecs l'ont pratiquée pendant 3000 ans. C'est pas nouveau. L'Europe occidentale, partout la France, 200 ans, 2 siècles. C'est pas nouveau. C'est quand, avec l'évolution, disons les autres, se sont rendus compte qu'ils veulent avoir tout de suite beaucoup d'argent pour asseoir une base matérielle qui leur permet, soi-disant, de vivre à l'aise. Or, c'est faux. Cette agriculture, elle a été donc dévoyée jusqu'à être perdue à un certain moment. Les méfaits de la nouvelle technique agricole, l'agriculture conventionnelle, on s'en est rendu compte après. Nous avions des maladies endogènes, chroniques, chez nous en Afrique. S'y sont ajoutées des maladies de civilisation, que sont le diabète, la température, l'hypertension artérielle, le cancer. Donc, on s'est rendu compte qu'on s'est dévoyé. Il faut revenir. D'où le succès maintenant que l'agriculture bio connaît dans le monde, à travers le monde. Et elle consiste en quelque chose de très simple, de très banal. Il s'agit de récupérer dans un espace donné tout ce que nous produisons comme, entre guillemets, déchets. La paille de riz récolté, les tiges de céréales récoltées, on les recycle. Le fumier que nos animaux produisent également est une composante. Nous les avons à notre disposition. Nous avons été désorientés. Vous le savez, nos cultures. La colonisation est un des facteurs parce qu'elle consiste, disait un des auteurs, en une occupation territoriale, en une aliénation culturelle et en une exploitation économique. C'est ça qui nous a entraînés, nous aussi, avec l'appui, le renforcement de la télé et de l'école, de la radio et du système mis en place. Aujourd'hui, nous avons compris qu'il nous faut arriver à reprendre ce système-là pour vivre en bonne santé et heureux. En bonne santé, Dieu nous a fait. Il y aura toujours des dysfonctionnements dans nos organismes. Mais si l'on prend les dispositions qu'il faut par le bio, l'agriculture bio, qui a une philosophie très belle, il s'agit de vivre en harmonie avec la création du Seigneur, de collaborer avec les insectes, le vent, les araignées, l'eau, pour faire en sorte que la production que nous aurons soit à la fois spirituelle et utile. Nous sommes à la recherche de ce bien pour avoir une qualité de vie respectable et durable. Est-ce que cela a un rapport avec les énergies renouvelables? Avec les énergies renouvelables. Mais tout est dedans. Si vous avez une ressource infinie, le soleil, c'est infini. Mais on nous vend notre soleil. Qu'avons-nous fait en termes de recherche? Les possibilités que cela nous donne, ce n'est pas seulement le soleil, c'est aussi, en termes d'énergie renouvelable, le vent que nous avons chez nous. On en a.
Et quand on parle d'énergie renouvelable, il s'agit de toute source de chaleur, de puissance. Parce que aujourd'hui, il est vrai que nous avons, disons, pris un certain chemin. Vous savez, l'énergie, c'est d'abord cette possibilité exprimée ou montrée par le feu, qui est un dégagement. Le feu est un dégagement d'énergie qui ne peut exister que s'il y a un combustible, de l'oxygène et bien sûr, ce qui est le plus important, un feu. Le feu, vous avez entendu parler de la guerre du feu à l'époque avec les communes, les communautés qui existaient. Le développement, il a commencé sous cette forme-là moderne. L'énergie renouvelable, c'est cette possibilité que nous avons à utiliser pour pouvoir conserver aussi l'environnement. On vit des drames du point de vue écologique, dans la mesure où le cultivateur, à l'époque, il n'avait pas beaucoup de prétentions matérielles. Il avait besoin de main-d'œuvre et on nous dit que c'est pour cela. C'est fou que les gens faisaient beaucoup d'enfants. Non. On se limitait à ce qui est nécessaire à la vie d'une année à l'autre. Légui, avec cette évolution, nous nous sommes rendus compte que le paysan, il défriche, il abat des arbres pour avoir une superficie qu'il va exploiter. Nos parents Peul viennent couper les branches et les charbonniers viennent enlever cet arbre-là une bonne fois pour toutes. Or, la connexion, le magnétisme qu'il y a entre le ciel et la terre, pour pouvoir donc entraîner, faire partie des facteurs qui entraînent la production de l'eau, donc l'hivernage. Que se passe-t-il dans notre monde actuel? Nous voudrions que chacun de nous comprenne toutes ces relations et interrelations pour que nous soyons, sans reculer, sans tomber dans la médiocrité, nous soyons des acteurs de développement avec ce que nous avons à notre disposition. Il y en a tellement, il y a des ressources. Bon, le travail du sol, un élément important. Plus d'engrais, il s'agit de faire du compost. Plus d'importation de certains matériaux. Nous produisons de l'énergie avec de la biomasse que nous avons dans nos productions, dans notre vie de tous les jours. Les semences, il faut que ces semences-là soient naturelles, dans la mesure où avec le système actuel, les semences sont stérilisées en laboratoire par les semenciers. Ce qui fait que quand tu cultives et tu mets les produits chimiques, c'est très beau. Je vous assure, c'est très beau. J'ai vu aux États-Unis des plantations de pommes, de pommiers, du riz. Parce que c'est beau, c'est vaste. Mais la terreur pesticide accompagne toutes ces productions. Donc, un paysan qui n'a pas de semences à lui n'a pas de dignité. Et si tu n'as pas de dignité, tu n'es pas libre. Donc, tu cultives avec des semences, tu mets de l'urée, tu mets des produits chimiques, tu produis. Les semences qui viennent de cette production n'ont plus de vigueur pour pouvoir se reproduire. Tu es obligé d'aller acheter encore à la boutique des semences. Où est la liberté? Où peut-on arriver à l'autosuffisance? Quand arriverons-nous à la souveraineté alimentaire? Voilà les grands défis que nous avons et on a la solution. Nous avons la solution.